Les premières lueurs de juillet 2016 caressent doucement les sommets enneigés des écrins, transformant les pics rocheux en cathédrales dorées qui semblent toucher le ciel. Dans la petite commune de Vallouise, nichée au cœur des Alpes du Sud, l'air matinal porte encore la fraîcheur de la nuit, mêlée au parfum de lavande et de genévrier qui tapissent les versants. C'est dans ce décor de carte postale que la famille Dubois pose enfin le pied hors de leur voiture de location. Après 6 heures de route depuis Paris, Marie Dubois, 42 ans, étire ses membres endoloris par le voyage tout en contemplant la majestueuse beauté qui s'offre à elle. Ses cheveux châtains, habituellement disciplinés en un chignon strict pour ses journées au cabinet d'avocat, dansent librement dans la brise alpine. À ses côtés, son époux Vincent, comptable méticuleux de 44 ans, décharge méthodiquement leurs bagages, vérifiant 2 fois que rien n'a été oublié. Cette précision naturelle, qui caractérise chaque aspect de leur vie parisienne, les accompagne même ici, dans ces montagnes qui promettent pourtant l'évasion et la liberté. Leurs 2 enfants, Camille et Lucas, 15 et 13 ans, explorent déjà les alentours avec cette énergie débordante propre à l'adolescence. Camille, l'aînée, immortalise chaque détail avec son appareil photo numérique, un cadeau de ses parents pour ses excellents résultats scolaires. Lucas, plus pragmatique, étudie déjà les cartes de randonnée que Vincent a soigneusement plastifiées, traçant du doigt les sentiers qu'ils pourraient emprunter durant leur semaine de vacances. La maison qu'ils ont louée via un site de réservation en ligne correspond parfaitement aux photos. Une ancienne bâtisse de pierre au volet bleu lavande, entourée d'un petit jardin où poussent des herbes sauvages. L'intérieur, bien que rustique, respire l'authenticité alpine avec ses poutres apparentes et sa cheminée en pierre de taille. Marie ressent immédiatement cette sensation d'apaisement qu'elle recherchait tant après des mois de stress professionnel intense. « Regarde, maman !» s'exclame Camille en pointant vers les sommets. « On peut voir le glacier de la barre des Écrins d'ici. C'est exactement comme dans le guide que papa a acheté. » Vincent sourit, satisfait que ses recherches préparatoires portent leurs fruits. Il a passé des semaines à planifier ce séjour, consultant météo, cartes topographiques et avis de randonneurs expérimentés. Rien n'est laissé au hasard dans l'univers des Dubois. Cette organisation méticuleuse leur a toujours réussi, que ce soit dans leur vie professionnelle ou leurs précédentes escapades en montagne. Le premier soir se déroule dans une atmosphère paisible et chaleureuse. Marie prépare un dîner simple avec les provisions achetées en route, pendant que Vincent installe le matériel de randonnée et vérifie une dernière fois l'équipement de chacun. Les enfants, fatigués par le voyage mais excités par les perspectives d'aventure, partagent leurs attentes autour de la table en bois massif qui trône dans la cuisine. « J'aimerais voir des marmottes », confie Lucas, les yeux brillants d'anticipation. Le guide dit qu'il y en a beaucoup dans le secteur du Vallon du Fournel. Et moi, je veux photographier des Edelweiss, ajoute Camille, tournant délicatement son appareil entre ses mains. Paraît-il qu'on peut en trouver près des ruisseaux. Vincent consulte ses notes manuscrites, rédigées avec la précision d'un manuel d'instruction. Le sentier du Vallon du Fournel semble parfait pour commencer. 7 kilomètres en boucle, dénivelé modéré, bien balisé. Idéal pour une première sortie. Marie acquiesce, tout en débarrassant la table. Cette organisation la rassure. Vincent a toujours eu ce don pour planifier leur sortie de manière à minimiser les risques tout en maximisant le plaisir. Leurs amis parisiens se moquent parfois gentiment de cette méticulosité, mais elle sait que c'est grâce à cette approche qu'ils ont pu découvrir tant de merveilles naturelles en toute sécurité. La nuit tombe doucement sur Vallouise, enveloppant la vallée d'un voile indigo parsemé d'étoiles d'une clarté saisissante. Marie s'endort, bercée par le murmure du torrent qui dévale la montagne, imaginant déjà les paysages qu'ils découvriront demain. Vincent, lui, sommeille le téléphone à portée de main, ayant envoyé leur programme détaillé à son beau-frère Philippe, comme à chaque voyage. Cette habitude de partager leurs itinéraires avec la famille est devenue un rituel rassurant.
un fil invisible qui les relie à leur vie parisienne. L'aube du deuxième jour se lève avec une promesse de temps idéal. Pas un nuage ne vient troubler l'azur parfait du ciel alpin, et la température, fraîche mais agréable, invite à l'exploration. Vincent consulte une dernière fois la météo sur son téléphone. Conditions stables, vent faible, aucun risque d'orage. Tout semble aligné pour une journée parfaite. Après un petit déjeuner copieux composé de pain frais acheté la veille et de confitures de myrtilles locales, la famille se prépare méthodiquement pour sa première randonnée. Chacun enfile ses chaussures de marche, contrôle le contenu de son sac à dos et vérifie que son téléphone portable est chargé. Marie glisse quelques barres énergétiques supplémentaires dans son sac, cette précaution maternelle qui ne la quitte jamais. N'oubliez pas vos casquettes, recommande-t-elle en distribuant la crème solaire. L'altitude intensifie les UV, même par temps couvert. Vincent photographie la carte du sentier avec son téléphone, puis range soigneusement la version papier dans une pochette étanche. Le départ se fait juste après le pont sur le torrent du Fournel. Le sentier est marqué en blanc et rouge, impossible de se tromper. Lucas ajuste les sangles de son sac à dos, vérifiant que sa gourde est bien fixée. « Combien de temps on marche, papa ?»« Environ 3 heures avec les poses photos de ta sœur », répond Vincent avec un clin d'œil affectueux. « On prendra notre temps. L'objectif, c'est de profiter, pas de battre des records. » Camille vérifie une dernière fois que son appareil photo est bien protégé dans son étui rembourré. Elle a économisé pendant des mois pour s'offrir ce modèle semi-professionnel. Rêvant de saisir la beauté sauvage de la montagne avec la même précision que les photographes qu'elle admire sur les réseaux sociaux. La famille quitte la maison vers 9 heures, marchant d'un pas léger vers le point de départ du sentier. Le village S éveille paisiblement autour d'eux, volets qui s'ouvrent, parfums de café qui échappent des cuisines, salutations cordiales échangées avec quelques habitants matinaux. Cette atmosphère villageoise, si différente de l'anonymat parisien, réchauffe le cœur de Marie. Au départ du sentier, Vincent prend quelques minutes pour étudier le panneau d'information, notant mentalement les numéros d'urgence et les points de repère principaux. Un autre groupe de randonneurs, un couple allemand avec leurs 2 enfants, se prépare également. Ils échangent quelques mots en anglais, partageant cette complicité universelle des amoureux de la montagne. « Bonne randonnée » lance Vincent en français, recevant un sourire chaleureux en retour. Marie ressent cette légère euphorie qui accompagne toujours le début d'une aventure. L'air pur emplit ses poumons, chassant les dernières traces de fatigue urbaine. Elle observe ses enfants, déjà impatients de s'élancer sur le sentier, et ressent cette gratitude profonde pour ces moments privilégiés en famille. Le chemin s'élève graduellement à travers une forêt de mélèzes et de épicéas, le sol tapissé d'aiguilles qui amortissent leurs pas. Lucas court en avant, s'arrêtant régulièrement pour attendre le groupe, son énergie débordante, canalisée par elle, émerveillement constant. Camille mitraille chaque détail. Jeux de lumière filtrant à travers les branches, champignons aux formes étranges, traces d'animaux dans la terre humide. « Regardez !» écrit-elle soudain, et pointant son objectif vers un écureuil roux qui les observe depuis une branche haute. Le déclic de l'appareil résonne dans le silence forestier, immortalisant ce moment de complicité avec la nature. Vincent contrôle régulièrement leur position sur la carte, satisfait de constater qu'ils progressent exactement selon le timing prévu. Marie savoure cette harmonie familiale, ces instants où les préoccupations du quotidien s'estompent face à la magnificence alpine. Après 1 heure de marche, ils atteignent une clairière où coule un ruisseau cristallin, enjambé par une petite passerelle de bois. L'endroit invite à la pause, et Vincent décide qu'il est temps de prendre quelques photos souvenirs. Il sort son téléphone et rassemble sa famille pour un selfie avec les sommets en arrière-plan. « Dites montagne !» plaisante-t-il, déclenchant un éclat de rire général. C'est à cet instant précis que Camille remarque une silhouette qui se détache à l'orée de la forêt, de l'autre côté de la clairière. Un homme seul,
Vêtu d'un imperméable noir malgré le temps radieux, le capuchon relevé masquant partiellement son visage. Il semble les observer depuis plusieurs minutes, immobile comme une statue sombre au milieu de cette nature flamboyante. « Papa », murmure-t-elle en tirant discrètement la manche de Vincent. « Oh, il y a quelqu'un là-bas ». Vincent suit le regard de sa fille et aperçoit effectivement la silhouette mystérieuse. L'homme ne bouge pas, ne répond pas au geste amical que Vincent esquisse dans sa direction. Cette immobilité inhabituelle génère un malaise subtil, comme une fausse note dans la symphonie parfaite de leur matinée. C'est sûrement un autre randonneur, tente de rassurer Marie, bien qu'elle ressente elle aussi cette étrangeté troublante. Il attend peut-être quelqu'un, mais l'homme ne semble attendre personne. Il reste là, silencieux et statique, créant une tension imperceptible qui commence à altérer l'atmosphère sereine de leur excursion. Lucas, moins sensible aux nuances émotionnelles que sa sœur, continue de jouer près du ruisseau, mais Camille ne peut détacher son regard de cette présence énigmatique. L'instinct maternel de Marie se met en alerte. Quelque chose dans l'attitude de cet homme ne colle pas avec le comportement habituel des randonneurs qu'ils ont l'habitude de croiser. Pas de salut, pas de matériel visible, pas de mouvement naturel. Juste cette immobilité pesante qui semble peser sur la clairière comme un nuage noir sur un ciel d'été. Vincent, tentant de dissiper le malaise naissant, décide de poursuivre la randonnée. « Allez, on continue. Nous avons encore de belles choses à voir aujourd'hui. » Mais alors qu'ils se remettent en route, l'homme en imperméable noir commence à marcher dans leur direction, maintenant une distance constante, comme s'il les suivait délibérément. Ce détail, d'abord insignifiant, prend progressivement des proportions inquiétantes dans l'esprit de Marie. Le sentier serpente maintenant à travers un paysage plus ouvert, offrant des vues panoramiques sur la vallée et les sommets environnants. Dans d'autres circonstances, ce spectacle aurait monopolisé toute leur attention, mais la présence persistante de l'inconnu jette une ombre sur leur émerveillement. Camille se retourne discrètement plusieurs fois, confirmant que l'homme continue de les suivre à distance. Son imperméable noir contraste violemment avec les couleurs vives de la nature alpine, créant une image dérangeante qui s'imprime durablement dans sa mémoire d'adolescente. « Maman », chuchote-t-elle en se rapprochant de Marie. « Il nous suit encore. » Marie jette un coup d'œil par-dessus son épaule et constate effectivement que la silhouette sombre maintient sa progression parallèle à la leur. Cette observation confirme ses craintes naissantes et déclenche en elle cet instinct protecteur ancestral qui sommeille en chaque mère. Vincent, remarquant l'inquiétude croissante de sa famille, tente une approche directe. Il s'arrête, se retourne et fait un signe de la main vers l'homme en imperméable, espérant établir un contact normal, rassurant. Mais l'inconnu s'immobilise aussitôt, sans répondre au geste amical, maintenant cette distance mystérieuse qui commence à ressembler à une traque. « Peut-être qu'on devrait rebrousser chemin ?» suggère Marie. Sa voix trahissant une anxiété grandissante qu'elle tente de masquer devant les enfants. Mais Vincent, pragmatique et rationnel, refuse de céder à ce qu'il considère encore comme une peur irrationnelle. « Nous n'avons rien fait de mal. C'est un sentier public. Nous avons le droit d'être ici. » Cette logique implacable qui structure habituellement leur vie semble soudain fragile face à l'inexplicable. L'homme, en imperméable noir, continue sa progression silencieuse, créant une atmosphère de plus en plus oppressante qui transforme peu à peu leur randonnée familiale en une expérience angoissante. Lucas, sentant confusément la tension qui s'installe, se rapproche instinctivement de ses parents. « Papa, pourquoi cet homme nous suit ?» La question innocente de son fils frappe Vincent comme un révélateur brutal. Oui, cet homme les suit. Non, ce n'est pas normal. Non, ils ne peuvent plus ignorer cette réalité troublante qui s'impose progressivement à eux. Le sentier amorce maintenant une descente vers une zone plus boisée, où la visibilité se réduit et où les possibilités d'échapper à un éventuel poursuivant se limitent drastiquement. Marie ressent cette claustrophobie naissante, cette sensation d'être prise au piège
dans un décor qui se transforme soudain de paradis naturel en labyrinthe menaçant. « Vincent ?» murmure-t-elle d'une voix tendue. « Je pense vraiment qu'on devrait faire demi-tour. » Mais il est déjà trop tard. L'homme en imperméable noir a accéléré son allure et se rapproche maintenant dangereusement, son capuchon toujours rabattu sur son visage, créant cette ombre inquiétante qui dissimule ses intentions. La famille Dubois se trouve maintenant dans une situation qu'aucune planification, aucune précaution n'avait pu anticiper. Camille serre son appareil photo contre elle, comme un talisman protecteur, tandis que Lucas se colle contre le flanc de son père. Vincent sent la responsabilité familiale peser sur ses épaules avec une intensité nouvelle. Cette pression écrasante de celui qui doit protéger les siens face à un danger qu'il ne comprend pas. L'atmosphère de la montagne, si pure et apaisante quelques heures auparavant, se charge maintenant d'une tension électrique qui fait battre les cœurs plus vite et transforme chaque bruissement de feuilles en menace potentielle. La famille Dubois va bientôt découvrir que certaines randonnées ne se terminent pas comme prévu et que la montagne, malgré sa beauté, peut cacher des secrets bien plus sombres que ce que leur guide touristique laissait entrevoir. L'homme en imperméable noir se rapproche inexorablement et Vincent prend enfin la mesure de la gravité de la situation. Son instinct paternel, longtemps étouffé par sa nature rationnelle, explose soudain avec une force primitive qu'il ne se connaissait pas. D'un geste protecteur, il rassemble sa famille autour de lui, formant un cercle défensif au milieu du sentier. « Bonjour !» lance-t-il, d'une voix qu'il espère ferme vers l'inconnu qui n'est plus qu'à une dizaine de mètres. « Belle journée pour randonner. N'est-ce pas ?» L'homme s'arrête net, toujours silencieux, son visage demeurant obstinément caché sous le capuchon sombre. Cette absence de réaction normale, cette négation de toute interaction sociale basique, glace le sang de Marie. Dans son travail d'avocate, elle a appris à décoder les comportements humains, à identifier les signaux d'alarme. Tout, dans l'attitude de cet homme, hurle le danger. « Les enfants », murmure-t-elle d'une voix à peine audible. « Restez près de nous. » Camille, l'appareil photo toujours en main, ressent cette pulsion inexplicable de documenter ce moment étrange. Sans réfléchir, elle lève son objectif et prend plusieurs clichés de la scène. Le déclic de l'appareil résonne dans le silence tendu comme un coup de feu, brisant momentanément l'immobilité inquiétante de l'inconnu. L'homme tourne alors légèrement la tête vers elle, et bien que son visage reste invisible, cette attention soudaine fait frissonner l'adolescente. Elle baisse instinctivement son appareil, réalisant peut-être trop tard qu'elle vient de franchir une ligne invisible, de commettre un acte qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. « Nous allons continuer notre chemin », déclare Vincent, avec une autorité qu'il ne ressent pas vraiment. « Bonne randonnée à vous ». Il fait signe à sa famille de reprendre la marche. Espérant que cette fuite contrôlée permettra de désamorcer la tension. Mais l'homme en imperméable noir emboîte immédiatement le pas, maintenant cette distance constante qui évoque plus une traque qu'une simple coïncidence d'itinéraire. Le sentier serpente maintenant à travers une forêt dense, où les rayons du soleil peinent à percer la canopée. Cette semi-obscurité naturelle amplifie l'angoisse de la famille Dubois, transformant chaque ombre en menace potentielle. Chaque craquement de branche en signal d'alarme. Lucas marche maintenant collé contre sa mère, sa main agrippée fermement à la sienne. « Maman, j'ai peur », avoue-t-il dans un souffle, verbalisant enfin ce que tous ressentent mais n'osent exprimer. Marie serre la main de son fils, puisant dans ses réserves de courage maternel pour lui offrir un semblant de réassurance. « Papa sait ce qu'il fait, mon chéri. Nous allons bientôt retrouver d'autres randonneurs. » Mais cette affirmation, destinée à rassurer Lucas, sonne faux même à ses propres oreilles. Le sentier semble désormais désert, comme si la présence menaçante de l'homme en noir avait fait fuir toute autre forme de vie. Même les oiseaux se sont tus, créant un silence oppressant qui amplifie chaque battement de cœur, chaque respiration précipitée. Vincent consulte discrètement son téléphone.
espérant trouver du réseau pour alerter les secours ou au moins envoyer un message à Philippe. Elle, écran, affiche une absence totale de signal, cette réalité technologique brutale qui les isole complètement du monde extérieur. Cette découverte le frappe comme un coup de massue. Ils sont seuls, véritablement seuls, face à une situation qui échappe totalement à son contrôle habituel. L'homme continue de les suivre avec cette régularité mécanique qui suggère une détermination implacable. Il ne montre aucun signe de fatigue, aucune hésitation dans sa démarche, comme s'il connaissait parfaitement ce terrain et savait exactement où cette poursuite silencieuse les mène. Camille, malgré sa peur grandissante, ne peut s'empêcher d'observer leur poursuivant avec cette curiosité morbide propre à l'adolescence. Elle remarque des détails troublants. Ses chaussures, étrangement propres pour quelqu'un qui marche en montagne, son imperméable, qui ne porte aucune trace de végétation malgré le passage en forêt, cette propreté anormale qui suggère qu'il n'est pas vraiment un randonneur ordinaire. « Papa » chuchote-t-elle, « ses vêtements sont bizarres, on dirait qu'il n'a pas vraiment marché. » Cette observation aiguë de sa fille confirme les soupçons naissants de Vincent. Cet homme ne les suit pas par hasard. Il les attendait peut-être. Il les a peut-être même choisis délibérément. Cette pensée terrifiante ouvre des abîmes d'angoisse dans l'esprit du père de famille, confronté pour la première fois de sa vie à une situation où ses compétences d'organisation et de planification ne servent strictement à rien. Le sentier débouche soudain sur une clairière plus vaste, offrant plusieurs directions possibles. Vincent espère un instant pouvoir semer leurs poursuivants en changeant d'itinéraire. Mais l'homme en imperméable noir semble anticiper cette stratégie. Il accélère brusquement le pas, réduisant dangereusement la distance qui les sépare. « Courez !» crie soudain Vincent, abandonnant toute tentative de négociation pacifique. La famille se met à courir comme un seul homme, l'instinct de survie balayant toute autre considération. Marie agrippe la main de Lucas, l'entraînant dans sa fuite éperdue, tandis que Camille, handicapée par son sac à dos et son appareil photo, peine à suivre le rythme. Vincent, déchiré entre le désir de fuir et celui de protéger sa famille, court en arrière-garde, jetant régulièrement des coups d'œil vers leurs poursuivants. L'homme en noir a abandonné toute discrétion et court maintenant ouvertement après eux, sa silhouette sombre bondissant entre les arbres avec une agilité surprenante. Cette poursuite transforme leur randonnée familiale en cauchemar. Cette réalité brutale qui balaie d'un coup tous leurs rêves de vacances paisibles. « Par là !» hurle Vincent en désignant un sentier qui semble s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Il s'engage dans cette direction sans vraiment savoir où elle mène, guidé uniquement par l'urgence de mettre de la distance entre eux et leurs poursuivants. Le terrain devient plus accidenté, plus difficile, mais l'adrénaline décuple leurs forces et leur permet de maintenir un rythme effréné malgré l'épuisement qui commence à se faire sentir. Camille trébuche soudain sur une racine et S étale de tout son long, son appareil photo volant dans les airs avant de percuter violemment un tronc d'arbre. Vincent se précipite pour l'aider à se relever, constatant avec soulagement qu'elle n'est pas blessée, juste choquée et égratignée au genou. « Mon appareil !» gémit-elle en voyant son précieux matériel photographique gisant sur le sol forestier, visiblement endommagé. « Laisse-le !» ordonne Vincent d'une voix dure qu'elle ne lui connaît pas. « On n'a pas le temps !» Mais Camille ne peut se résoudre à abandonner ce qui représente des mois d'économie et tant de rêves artistiques. En quelques secondes, elle récupère l'appareil et constate avec soulagement qu'il fonctionne encore, malgré un écran fissuré et un boîtier cabossé. Cette pause forcée a permis à l'homme en imperméable noir de réduire encore, l'écart. Il n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres, sa respiration parfaitement régulière contrastant avec l'épuisement visible de la famille Dubois. Cette endurance anormale renforce l'impression qu'ils ont affaire à quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce terrain et cette situation. La fuite reprend, plus désespérée encore. Marie sent ses poumons brûler,
Ses jambes se transformaient en plomb, mais l'instinct maternel la pousse au-delà de ses limites physiques. Lucas commence à pleurer tout en courant, cette terreur enfantine qui brise le cœur de ses parents, mais les galvanise dans leur détermination à le protéger. Ils émergent soudain dans une zone plus dégagée, parsemée de gros rochers qui offrent des possibilités de cache. Vincent fait signe à sa famille de se dissimuler derrière l'un d'eux, espérant que leur poursuivant passera sans les voir. Ils se tassent tous les quatre dans l'espace restreint, retenant leur respiration, leur cœur battant si fort qu'ils craignent que le bruit ne les trahisse. L'homme en imperméable noir apparaît quelques secondes plus tard, s'arrêtant exactement à l'endroit où ils ont quitté le sentier. Il reste immobile, comme s'il écoutait, comme s'il sentait leur présence proche, cette attente interminable, cette tension extrême où tout peut basculer d'un instant à l'autre, use les nerfs de la famille jusqu'au point de rupture. Lucas, malgré tous ses efforts, ne peut retenir un sanglot étouffé. Le son, à peine audible, suffit pourtant à alerter leurs poursuivants qui tournent immédiatement la tête dans leur direction. Vincent sent son sang se glacer. Ils sont découverts. L'homme s'avance lentement vers leur cachette, chaque pas résonnant comme un glas dans l'esprit terrorisé de Marie. Elle serre ses enfants contre elle, cherchant désespérément une solution, un miracle qui pourrait encore les sauver de cette situation cauchemardesque. C'est alors que l'inconnu fait quelque chose de totalement inattendu. Il s'arrête à quelques mètres de leur cache et retire son capuchon, révélant enfin son visage. L'homme paraît avoir une cinquantaine d'années. Des traits burinés par les intempéries, des yeux d'un bleu délavé qui semblent avoir vu trop de choses. Étrangement, ce visage n'exprime ni menace ni violence, mais plutôt une tristesse profonde, une mélancolie qui détonne complètement avec l'agressivité de sa poursuite. « N'ayez pas peur », dit-il d'une voix douce, presque bienveillante. « Je ne veux pas vous faire de mal. » Ces paroles, prononcées avec une sincérité apparente, désorientent complètement Vincent. Rien dans l'attitude actuelle de cet homme ne correspond au comportement menaçant qu'il a manifesté depuis le début de leur rencontre. Cette contradiction flagrante génère une confusion totale dans l'esprit de la famille Dubois. « Alors, pourquoi vous nous suivez ?» demande Vincent, sortant prudemment de leur cachette, prêt à protéger les siens au moindre geste suspect. L'homme sourit tristement, ce sourire qui ne parvient pas à illuminer ses yeux fatigués. « Parce que vous ne devriez pas être ici. Personne ne devrait être ici. » Cette réponse énigmatique soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Marie ressent cette ambiguïté troublante entre la menace perçue et la bienveillance affichée, cette zone grise qui rend la situation encore plus angoissante que la peur pure. « Que voulez-vous dire ?» insiste Vincent, tentant de percer le mystère qui entoure cet homme étrange. « Ce sentier ?» commence l'inconnu. Puis il s'interrompt, comme s'il pesait ses mots. « Il y a des choses que vous ne savez pas, des choses que personne ne devrait découvrir. » Camille, toujours agrippée à son appareil photo endommagé, sent naître en elle cette curiosité journalistique qui l'habite depuis l'enfance. Malgré sa peur, elle ne peut s'empêcher de vouloir comprendre, de percer le secret qui semble hanter cet homme mystérieux. « Quelle chose ?» demande-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. L'homme la regarde longuement, semblant évaluer quelque chose dans ses yeux d'adolescente. « Tu as pris des photos », constate-t-il simplement. Ce n'est pas une question, mais une affirmation qui glace le sang de Camille. Comment peut-il savoir ? Elle repense aux clichés qu'elle a pris spontanément au début de leur rencontre, ces images qui documentent peut-être quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû capturer. « Oui, admet-elle. » Serrant plus fort son appareil contre sa poitrine, l'homme hoche la tête, ce geste qui semble confirmer ses craintes les plus sombres. « Alors il est trop tard », murmure-t-il, sa voix portant une résignation infinie qui fait frissonner toute la famille. Cette phrase sibylline résonne dans le silence de la forêt comme une condamnation. Vincent sent l'incompréhension le submerger. Cette frustration terrible de celui qui se trouve face à un puzzle dont toutes les pièces lui échappent. Marie resserre instinctivement son étreinte autour de ses enfants.
son instinct maternel décuplé par cette menace diffuse mais omniprésente. « Trop tard pourquoi ?» interroge Vincent, sa voix trahissant une exaspération grandissante face aux énigmes de cet homme. L'inconnu ne répond pas immédiatement. Il regarde autour de lui, scrutant la forêt comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Cette vigilance constante, cette tension permanente qui l'habite, suggère qu'il n'est pas seulement un randonneur égaré, mais quelqu'un qui connaît intimement les dangers cachés de cette région. « Mon nom est Henri Malvaux », finit-il par dire, comme s'il s'agissait d'un cadeau précieux qu'il leur accordait. « Et vous venez de commettre une erreur qui pourrait vous coûter beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. » Henri Malvaux. Ce nom résonne étrangement dans l'esprit de Marie, éveillant un écho lointain qu'elle n'arrive pas à identifier précisément. Quelque chose dans la sonorité, dans la résonance de ce patronyme, lui évoque des souvenirs flous, des bribes d'informations entendues quelque part, à un moment donné. « Nous n'avons rien fait de mal », proteste Vincent. Retrouvant cette assurance juridique qui le caractérise dans son travail, « Nous sommes des touristes, nous suivons un sentier balisé, nous respectons la nature. » « Vous avez photographié ce que vous n'auriez jamais dû voir », l'interrompt Henri d'une voix où perce une urgence nouvelle. « Et maintenant, ils savent que vous savez. » Cette explication cryptique ne fait qu'accroître la confusion de la famille Dubois. Camille examine son appareil photo endommagé, tentant de comprendre ce que ces clichés innocents peuvent avoir de si compromettant. Elle repense aux images capturées, quelques paysages, elle, écureuil roux, la famille réunie près du ruisseau, et Henri lui-même, avec son imperméable noir et son capuchon relevé. « Qui ça, il ?» demande-t-elle, cette question essentielle qui pourrait éclairer tout le mystère. Henri la regarde avec une gravité nouvelle, comme s'il évaluait la maturité de cette adolescente face aux vérités qu'il s'apprête peut-être à révéler. Des gens qui préfèrent que certains secrets restent enterrés dans cette montagne. Des gens qui n'hésiteront pas à faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais en parler. Cette menace directe, énoncée avec un calme troublant, frappe la famille comme une douche glacée. Vincent sent ses certitudes s'effriter une à une face à cette réalité qui dépasse totalement son entendement. Comment une simple randonnée familiale a-t-elle pu les entraîner dans une situation aussi périlleuse? « Vous dites n'importe quoi », explose-t-il, refusant d'accepter cette version cauchemardesque des événements. « Nous sommes en France, dans un parc national. Pas dans un film d'espionnage ?» Mais Henri secoue la tête avec cette tristesse résignée qui ne le quitte jamais. « Vous croyez que les montagnes n'ont pas de secret ? Vous pensez que toutes les disparitions inexpliquées dans cette région sont de simples accidents ?» Cette révélation fait l'effet d'une bombe dans l'esprit de Marie. Elle repense aux recherches que Vincent a effectuées avant leur départ, au forum de randonneurs qu'il a consulté. Aucune mention de disparition, aucun avertissement particulier concernant cette zone. Soit Henri ment, soit ces informations sont délibérément occultées. « Quelle disparition ?» interroge-t-elle, sa voix d'avocate reprenant le dessus malgré la peur. Henri la fixe longuement avant de répondre. « Combien de familles pensez-vous avoir emprunté ce sentier avant vous? Combien sont rentrées chez elles pour raconter leurs vacances ?» Cette question rhétorique sème un trouble profond dans l'esprit des Dubois. Lucas, qui ne comprend qu'à moitié les implications de cette conversation d'adultes, ressent néanmoins la tension croissante et se blottit encore plus contre sa mère. « Vous nous menacez ?» demande Vincent, tentant de reprendre le contrôle de la situation par la confrontation directe. « Je vous préviens », corrige Henri. « Il y a une différence. Mais je crains qu'il ne soit déjà trop tard pour que mes avertissements servent à quelque chose. » Comme pour confirmer ces sombres prédictions, un bruit sourd résonne soudain dans la forêt. Pas des pas humains, mais plutôt le ronronnement caractéristique d'un moteur qui se rapproche. Henri se fige instantanément. Tous ses sens en alerte, transformés en quelques secondes d'homme mélancolique en animal traqué. « Ils arrivent », souffle-t-il. Sa voix à peine audible, mais chargée d'une terreur absolue. « Qui arrive ?» panique Marie, serrant ses enfants contre elle avec une force désespérée.
Mais Henri ne répond plus. Il laisse et lance soudain vers la famille Dubois, les forçant à se déplacer vers un bosquet plus dense. « Cachez-vous, ne bougez plus, ne parlez plus, et surtout, quoi que vous entendiez, ne sortez pas !» Cette transformation brutale de Henri, de poursuivant mystérieux en protecteur désespéré, bouleverse complètement la perception que la famille avait de la situation. Vincent réalise avec terreur qu'ils viennent peut-être d'échapper à un danger pour tomber dans un piège encore plus mortel. Le bruit de moteur se précise, accompagné maintenant de voix humaines qui portent dans l'air pur de la montagne. Des voix d'hommes, dures, méthodiques, qui semblent organiser une recherche systématique de la zone. Marie sent son sang se glacer en réalisant qu'ils sont effectivement recherchés, traqués par des inconnus, dont les intentions demeurent obscures, mais certainement malveillantes. Henri S. éloigne rapidement du bosquet où se cache la famille, créant une diversion en faisant délibérément du bruit dans une direction opposée. Ce sacrifice évident, cette générosité inattendue de la part de celui qu'il prenait pour un agresseur, retourne complètement leur compréhension des événements. « Papa !» chuchote Camille, d'une voix à peine perceptible. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Vincent n'a aucune réponse à offrir à sa fille. Pour la première fois de sa vie d'adulte responsable et organisé, il se trouve complètement dépassé par une situation qu'il ne comprend pas, face à des enjeux qui lui échappent totalement. Cette impuissance le terrasse plus encore que la peur physique. Les voix se rapprochent, deviennent plus distinctes, 3 hommes au moins, peut-être 4, qui progressent méthodiquement en battant la zone. Leurs échanges, bien que partiellement masqués par la distance, trahissent une efficacité professionnelle qui ne doit rien au hasard. Ces gens savent ce qu'ils font, ils maîtrisent parfaitement cette traque humaine. « Tu es sûr qu'ils sont passés par ici ?» demande une voix grave, autoritaire. « Henri les a forcément menés dans cette direction », répond une autre, plus jeune. « Il connaît tous les raccourcis. » Cette mention de Henri confirme que l'homme à l'imperméable noir est effectivement connu de leurs poursuivants. Mais s'agit-il d'un complice qui les a attirés dans un piège ou d'un opposant qui tente de les protéger? Cette ambiguïté fondamentale rend la situation encore plus angoissante pour la famille Dubois. Un 4e homme prend la parole. Sa voix, portant cette froideur métallique qui glace le sang, peu importe. Nous avons leurs identités, nous savons où ils logent. S'ils nous échappent maintenant, nous les récupérerons ce soir. Cette information terrifiante révèle l'ampleur de la surveillance dont ils font l'objet. Ces hommes connaissent leur location de vacances, probablement leurs identités complètes, peut-être même leurs habitudes. La famille Dubois vient de découvrir qu'elle était fichée, espionnée, suivie depuis peut-être le début de leur séjour. Marie sent les larmes monter à ses yeux, cette détresse absolue de la mère qui réalise que ses enfants sont en danger mortel sans qu'elle puisse rien faire pour les protéger. Vincent, lui, bout de rage impuissante face à cette violation de leur intimité familiale, cette intrusion brutale dans leur vie paisible. Les recherches se poursuivent pendant de longues minutes qui semblent des heures. La famille Dubois reste tassée dans sa cachette précaire, chaque respiration mesurée, chaque mouvement calculé pour ne pas trahir leur présence. Lucas tremble de façon incontrôlable. Cette terreur enfantine qui brise le cœur de ses parents, mais qu'ils ne peuvent apaiser sans risquer de tous les condamner. Puis, progressivement, les voix s'éloignent. Les moteurs redémarrent, s'estompent dans le lointain, laissant derrière eux ce silence pesant qui succède toujours aux moments de tension extrême. Mais la famille n'ose pas bouger, prisonnière de cette paralysie qui suit les chocs traumatiques. C'est Henri qui réapparaît enfin, émergeant des buissons comme un fantôme. Son imperméable noir est maintenant déchiré à plusieurs endroits. Son visage porte des égratignures fraîches, témoignant des difficultés de sa fuite éperdue pour les sauver. « Elles sont parties !» annonce-t-il simplement, mais son expression demeure sombre. Pour l'instant, Vincent sort lentement de leur cachette, aidant sa famille à se relever sur des jambes flageolantes. « Qui étaient ces hommes ?» demande-t-il,
exigeant enfin des réponses claires. Henri hésite, pesant visiblement le pour et le contre d'une révélation complète. Des gens qui ont intérêt à ce que certaines vérités ne remontent jamais à la surface. Des gens qui éliminent les témoins gênants. Cette confirmation de leur pire crainte frappe la famille comme un coup près. Camille serre son appareil photo contre sa poitrine, réalisant que cet objet familier est peut-être devenu l'instrument de leur condamnation. « Qu'avons-nous vu exactement ?» interroge Marie, sa formation juridique reprenant le dessus malgré le choc émotionnel. Henri la regarde longuement, semblant évaluer sa capacité à encaisser la vérité. « Vous m'avez vu, moi », dit-il simplement, et ça suffit pour qu'il considère que vous en savez trop. Cette explication ne satisfait personne, mais l'urgence de la situation ne permet pas d'approfondir davantage. Henri jette un regard inquiet vers le chemin qu'ont emprunté leurs poursuivants. Cette vigilance constante qui trahit des années de vie clandestine. « Il faut partir d'ici », déclare-t-il. « Maintenant. Ils vont revenir avec des renforts. »« Partir où ?» demande Vincent, réalisant que leur voiture, leurs affaires, toute leur vie normale se trouve à Vallouise, exactement là où leurs ennemis les attendent. « Je connais un endroit », répond Henri évasivement. « Un endroit où ils ne pensent pas à chercher. Du moins, pas tout de suite. » Cette proposition d'aide de la part de l'homme qui les terrorisait quelques heures auparavant illustre parfaitement le chaos mental dans lequel la famille se trouve plongée. Mais face à l'alternative, retourner seul vers une destination contrôlée par leurs ennemis, le choix s'impose de lui-même. « D'accord », accepte Vincent après un regard vers sa femme et ses enfants. « Nous vous suivons. » Mais avant de se mettre en route, Henri se tourne vers Camille avec une gravité nouvelle. « Ton appareil photo, dit-il. Il faut que tu me montres ce que tu as photographié. Tout. » Camille hoche la tête, consciente que cet examen pourrait déterminer leur survie à tous. Elle allume l'appareil, soulagée de constater qu'il fonctionne malgré les chocs subis. Les images défilent sur elle, écran fissuré, paysages, animaux, photos de famille. Et finalement, les clichés d'Henri au début de leur rencontre. En voyant ces images de lui-même, Henri pousse un soupir résigné. « Voilà », murmure-t-il, « voilà pourquoi tout a basculé. » Henri guide la famille Dubois à travers des sentiers qu'aucune carte ne répertorie, des passages secrets taillés dans la roche que seuls les montagnards les plus expérimentés connaissent. Sa connaissance intime du terrain révèle des années d'errance dans ces montagnes, une familiarité qui ne peut s'acquérir qu'au prix d'une longue solitude forcée. « Où nous emmenez-vous » demande Marie, son instinct maternel en alerte malgré la protection apparente qu'offre cet homme mystérieux. « Dans un refuge que j'ai aménagé il y a plusieurs années » répond Henri sans se retourner, concentré sur le terrain accidenté qu'il traverse, un endroit où je peux réfléchir en paix et où vous serez en sécurité le temps que je trouve une solution. Cette mention d'une solution à trouver inquiète Vincent. Elle implique que leur situation n'est pas seulement temporaire, que les conséquences de cette journée cauchemardesque pourraient se prolonger bien au-delà de leurs vacances. L'idée que leur vie normale, leur routine parisienne, puisse être définitivement compromise le terrifie plus encore que le danger immédiat. Le refuge d'Henri se révèle être une anfractuosité naturelle dans la falaise, agrandie et aménagée avec un soin méticuleux. L'entrée, habilement camouflée par des branchages, ne se devine qu'au dernier moment. À l'intérieur, un espace surprenant s'ouvre devant eux, assez vaste pour accueillir plusieurs personnes, équipé d'un matériel de camping de qualité, de réserves de nourriture et même d'un petit générateur solaire. « Vous vivez ici ?» étonne Camille, impressionnée malgré les circonstances par l'ingéniosité de l'aménagement. « Parfois, répond Henri évasivement, quand la situation l'exige. » Cette réponse cryptique soulève 1000 questions, mais Henri semble peu disposé aux confidences. Il s'affaire à vérifier les systèmes de sécurité de son refuge, contrôlant des dispositifs d'alerte que Vincent n'avait pas remarqués au premier regard. Cette installation sophistiquée suggère une paranoïa justifiée par des années de menaces réelles. Lucas, épuisé par les émotions de la journée,
s'effondre sur l'un des sacs de couchage disposés le long des parois rocheuses. Marie s'agenouille près de lui, caressant ses cheveux pour l'apaiser, mais ses yeux ne quittent pas Henri, guettant le moindre indice qui pourrait éclairer leur situation. « Il faut que vous nous expliquiez », exige-t-elle finalement. « Nous avons le droit de savoir pourquoi nos vies sont en danger. » Henri s'immobilise, le dos toujours tourné vers la famille. Ses épaules s'affaissent légèrement, comme sous le poids d'un fardeau qu'il porte depuis trop longtemps. Quand il se retourne enfin, son visage exprime une lassitude infinie, celle d'un homme qui a trop vu, trop subi, trop perdu. « Il y a 7 ans, commence-t-il d'une voix sourde, ma famille et moi avons découvert quelque chose dans cette montagne, quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. Cette entrée en matière glacée, le sang des Dubois. Les évocations d'une famille perdue résonnent douloureusement avec leur propre situation, créant un parallèle terrifiant entre leur sort et celui d'Henri. Ma femme adorait photographier la nature, continue Henri, son regard se perdant dans des souvenirs douloureux. Elle était comme ta fille, toujours l'appareil à la main, toujours à l'affût de l'image parfaite. Camille serre instinctivement son appareil photo contre elle, réalisant avec horreur qu'elle suit peut-être exactement les traces de cette femme disparue. Nous randonnions souvent dans cette région, poursuit Henri. Nous pensions la connaître parfaitement. Mais ce jour-là, nous avons pris un sentier que nous n'avions jamais exploré, attirés par une formation rocheuse inhabituelle que ma femme voulait absolument photographier. Vincent sent son estomac se nouer. Cette histoire résonne étrangement avec leur propre expérience. Cette curiosité innocente qui mène vers l'irréparable. « Qu'avez-vous trouvé ?» demande Marie, bien qu'elle redoute la réponse. Henri marque une pause, comme s'il pesait encore la pertinence de cette révélation. « Un laboratoire », finit-il par lâcher, caché dans une grotte naturelle, parfaitement équipée, totalement illégale. Cette révélation frappe la famille comme une déflagration. Un laboratoire clandestin dans le parc national des Écrins. Et cette réalité sordide qui souille la pureté supposée de ces montagnes vierges. Vincent tente d'assimiler cette information, de comprendre les implications d'une telle découverte. « Un laboratoire pourquoi ?» interroge-t-il. « Fabrication de drogue de synthèse », répond Henri avec amertume. « Une opération industrielle déguisée en station de recherche géologique. » Ils utilisaient la couverture du parc national pour faire transiter leurs produits vers l'Italie et la Suisse. Marie, forte de son expérience juridique, mesure immédiatement les enjeux financiers et criminels d'une telle opération. « Et votre famille a été témoin de ça ?» Henri hoche la tête, ses yeux se voilant de tristesse. « Ma femme a pris des photos avant que nous réalisions ce que nous regardions, des installations, du matériel, des visages. » Tout était documenté sur sa carte mémoire. « Qu'est-il arrivé ensuite ?» demande Camille d'une voix tremblante, pressentant que cette histoire ne peut bien se terminer. « Ils nous ont découverts », répond Henri simplement. « Et ils ont fait en sorte que nous ne puissions plus jamais témoigner. » Cet euphémisme glaçant fait frissonner toute la famille. Vincent réalise avec horreur que l'histoire d'Henri préfigure peut-être leur propre destin, que cette montagne a déjà englouti une famille innocente et s'apprête à recommencer. Votre femme, vos enfants, s'enquiert Marie, bien qu'elle redoute la confirmation de ses craintes. Disparu, souffle Henri. Officiellement, C était un accident de montagne, une chute dans une crevasse lors d'une randonnée hors piste. Les corps n'ont jamais été retrouvés, évidemment. Le silence qui suit cette révélation pèse comme une chape de plomb sur le refuge. Lucas s'est endormi d'épuisement, inconscient du drame qui se joue autour de lui. Camille et ses parents mesurent la gravité de leur situation. Ils viennent de reproduire exactement les circonstances qui ont mené à la disparition d'une famille entière. « Et vous ?» demande Vincent. « Comment avez-vous survécu ?» Henri esquisse un sourire amer. « J'y étais parti chercher de l'eau quand c'est arrivé. En revenant, j'ai trouvé notre campement vide. Aucune trace de lutte, comme s'il s'était volatilisé. Mais je savais. Pourquoi ne pas avoir alerté la police ?» s'indigne Marie, son instinct de juriste scandalisé par cette injustice. « Avec quelle preuve ?» rétorque Henri.
Contre qui? Ces gens ont des appuis, des protections. Ils contrôlent suffisamment le territoire pour faire disparaître une famille sans laisser de traces. Vous croyez vraiment qu'un montagnard isolé ferait le poids contre une organisation pareille? Cette logique implacable frappe Vincent en pleine face. Lui qui a toujours cru au système, à la justice, à la protection qu'offrent les institutions, découvre brutalement que certaines réalités échappent totalement au cadre légal rassurant dans lequel il évolue habituellement. Depuis 7 ans, je vis dans ces montagnes, continue Henri. J'observe, j'y étudie leurs mouvements. J'essaie de comprendre l'étendue de leur réseau. J'attends le moment propice pour les faire tomber. Seul S étonne Camille. J'ai essayé de trouver des alliés, admet Henri. Mais chaque fois que je m'approche trop près de la vérité, les témoins potentiels disparaissent. Cette révélation sur l'isolement forcé d'Henri éclaire d'un jour nouveau sa poursuite initiale de la famille Dubois. Il ne les traquait pas. Il tentait de les protéger d'un danger qu'il ne pouvait même pas concevoir. Combien de personnes ont disparu? Demande Marie, redoutant la réponse. Difficile à dire, répond Henri. Les disparitions sont étalées dans le temps, sur plusieurs secteurs. Elles passent pour des accidents de montagne classiques, mais quand on recoupait les témoignages, les dates, les circonstances, le schéma devient évident. Vincent sent le vertige le saisir face à l'ampleur du complot qu'Henri décrit. Cette vision d'une organisation criminelle capable de contrôler un territoire entier, de éliminer méthodiquement les témoins gênants, dépasse tout ce qu'il peut concevoir. Votre appareil photo, reprend Henri en se tournant vers Camille, contient maintenant des preuves de mon existence. Pour eux, c'est la confirmation que leur secret n'en est plus un. Que quelqu'un d'autre sait. Camille regarde l'écran fissuré de son appareil avec une horreur nouvelle. Cet objet qui représentait sa passion artistique est devenu l'instrument de leur condamnation. La preuve tangible qui les lie à un homme que ces criminels cherchent à éliminer depuis 7 ans. « Que pouvons-nous faire ?» demande Vincent, sa voix trahissant un désespoir grandissant. Henri réfléchit longuement avant de répondre. « Il y a peut-être une solution, finit-il par dire, mais elle implique des risques énormes et aucune garantie de succès. Nous vous écoutons, déclare Marie, prête à tout pour sauver sa famille. Nous devons réunir suffisamment de preuves pour faire éclater leur réseau au grand jour, explique Henri. Des preuves si accablantes, si médiatisées, qu'ils ne pourront plus nous éliminer discrètement sans attirer l'attention. Cette stratégie de fuite en avant terrifie Vincent, habitué aux solutions prudentes et mesurées. Vous proposez de nous jeter délibérément dans la gueule du loup? Je propose de transformer le loup en proie, corrige Henri. Mais pour ça, il faut que vous fassiez exactement ce qu'ils ne veulent pas. Documenter leurs activités, rassembler des preuves irréfutables. Camille comprend immédiatement où Henri veut en venir. Vous voulez que je photographie leur laboratoire? Entre autres, confirme Henri, mais pas seulement. Il faut identifier les responsables, comprendre leur réseau, documenter leurs méthodes. Et surtout, s'assurer que ces informations soient transmises simultanément à plusieurs médias et autorités. Cette mission suicide Méduse, la famille Dubois. Vincent imagine sa femme et ses enfants s'exposant volontairement aux dangers mortels qu'ils tentent justement de fuir. C'est de la folie, proteste-t-il. C'est de la survie, rétorque Henri. Tant qu'ils contrôlent l'information, tant qu'ils peuvent éliminer les témoins en toute discrétion, nous sommes condamnés. Notre seule chance, c'est de rendre leur secret public avant qu'ils nous réduisent au silence. Marie pèse les options. Son esprit juridique analysant froidement les probabilités. Et si nous échouons? Alors nous mourrons, répond Henri avec une franchise brutale. Mais au moins, nous mourrons en nous battant, pas comme des victimes résignées. Cette perspective de combat, malgré sa dimension tragique, redonne étrangement courage à Vincent. Il retrouve dans cette stratégie active quelque chose qui ressemble à un plan, une prise de contrôle sur des événements qui lui échappaient totalement. Quand, demande-t-il, surprenant sa propre famille par cette acceptation soudaine. Cette nuit,
répond Henri. Ils pensent que vous êtes caché quelque part. Ils vont concentrer leurs recherches sur les refuges classiques. C'est le moment idéal pour frapper au cœur de leurs installations. Camille vérifie, elle, l'état de son appareil photo, testant les fonctions essentielles malgré elle, écran fissuré. « Il marche encore !» annonce-t-elle. « Je peux prendre des photos, filmer même. »« Parfait !» approuve Henri. « Mais attention, une fois que nous serons entrés dans leur antre, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Soit nous réussissons à exposer leur réseau, soit nous rejoignons la liste des disparus de cette montagne. » Cette alternative claire, sans faux semblant, galvanise paradoxalement la famille Dubois. Après des heures d'incompréhension et de peur diffuse, ils ont enfin un objectif précis, un plan d'action qui leur redonne une impression de contrôle. « Très bien », déclare Marie avec une détermination qui surprend même Henri. « Expliquez-nous exactement ce que nous devons faire. » La nuit tombe sur les écrins avec cette rapidité caractéristique de la montagne, enveloppant les sommets d'un voile sombre qui transforme le paysage familier en territoire hostile et mystérieux. Henri a passé les dernières heures à briefer méticuleusement la famille Dubois, leur expliquant le plan d'infiltration qu'il a élaboré au fil de ses années d'observation clandestine. Le laboratoire se trouve dans une grotte naturelle, située à environ 2 km de leur refuge, accessible uniquement par un sentier à peine tracé que seuls les criminels et Henri connaissent. L'installation fonctionne principalement la nuit, profitant de l'obscurité pour dissimuler les allées et venues de véhicules et de personnel. 3 hommes montent la garde en permanence, explique Henri en dessinant un plan rudimentaire sur le sol du refuge. 2 à l'extérieur, 1 à l'intérieur. Ils font des rondes toutes les heures, mais avec une régularité mécanique qui permet de prévoir leurs mouvements. Vincent étudie attentivement les indications d'Henri, son esprit méthodique s'attachant aux détails pratiques pour éviter de penser aux risques énormes qu'ils s'apprêtent à prendre. Comment entrons-nous sans être vus? Il y a une entrée secondaire, révèle Henri. Un boyau étroit qui débouche dans la partie stockage du laboratoire. C'est par là que j'ai réussi à observer leurs activités sans être détecté. Marie serre Lucas contre elle, son cœur maternel déchiré entre la nécessité de protéger son fils et l'impossibilité de le laisser seul. « Lucas reste ici », décrète-t-elle. « Non, maman !» proteste l'adolescent, réveillé par la discussion. « Je veux venir avec vous. » « Absolument pas », tranche Vincent. « C'est trop dangereux. » Mais Henri secoue la tête. « Il faut rester groupés. Si quelque chose tourne mal, nous devons pouvoir fuir ensemble. Et puis, séparer la famille augmente les risques que l'un de nous soit capturé. » Cette logique implacable force Vincent à reconsidérer sa position. Dans cette situation exceptionnelle, les règles normales de protection parentale ne s'appliquent plus. La sécurité passe désormais par l'unité familiale, aussi paradoxale que cela puisse paraître. « D'accord », finit-il par concéder. Mais Lucas ne bouge pas de nos côtés. Pas d'un centimètre. Les préparatifs se déroulent dans une atmosphère tendue, mais déterminée. Camille vérifie une dernière fois son appareil photo, s'assurant que la batterie est pleine et que la carte mémoire dispose de suffisamment d'espace pour documenter leur découverte. Henri distribue des lampes frontales équipées de filtres rouges pour préserver leur vision nocturne, ainsi que des vêtements sombres tirés de ses réserves. Une fois à l'intérieur, explique-t-il, nous avons maximum 20 minutes avant la prochaine ronde. Camille, tu filmes et tu photographies tout. Les installations, les produits stockés, les documents visibles. Vincent et Marie, vous m'aidez à copier les fichiers informatiques sur cette clé USB. Henri sort un petit dispositif électronique de sa poche, révélant une fois de plus l'étendue de sa préparation. J'ai passé des mois à étudier leur système informatique depuis l'extérieur. Je sais exactement quel fichier récupérer. Et si nous sommes découverts, demande Marie, verbalisant la crainte qui hante tous les esprits. Alors nous courons, répond Henri simplement, et nous prions pour atteindre la route avant eux.
Cette perspective, peu rassurante, n'entame pourtant pas la détermination de la famille Dubois. Après avoir vécu des heures de terreur passive, cette action concrète leur redonne une impression de contrôle sur leur destin, même si les risques demeurent considérables. Le groupe quitte le refuge vers minuit, progressant silencieusement dans l'obscurité alpine. Henri connaît chaque pierre, chaque racine du sentier, guidant la famille avec une sûreté qui témoigne de ses années d'errance nocturne dans ces montagnes. La lune, à demi cachée par les nuages, offre juste assez de lumière pour éviter les obstacles majeurs sans révéler leur présence. Lucas marche entre ses parents, sa main fermement agrippée à celle de sa mère. Malgré sa peur, l'adolescent ressent aussi cette excitation étrange de participer à une aventure qui dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Cette nuit transforme définitivement sa vision du monde, lui révélant que la réalité peut être infiniment plus complexe et dangereuse que tout ce qu'on lui a enseigné. Après 40 minutes de marche prudente, Henri fait signe au groupe de s'immobiliser. Devant eux, à travers les arbres, des lumières artificielles perçant l'obscurité naturelle de la montagne. Le laboratoire clandestin révèle sa présence par cette pollution lumineuse, incongrue, dans un environnement supposé préservé. « Nous y sommes », chuchote Henri. À partir de maintenant, plus un bruit, plus une parole. Il guide la famille vers l'entrée secondaire qu'il a découverte. Un boyau rocheux dissimulé derrière un éboulis apparemment naturel. L'ouverture, à peine assez large pour laisser passer un adulte, s'enfonce dans les entrailles de la montagne avec une inclinaison qui rend la progression particulièrement difficile. Camille, plus menue que ses parents, passe en premier, après Henri. Son appareil photo protégé dans un sac étanche. Vincent et Marie suivent, guidant Lucas avec une patience infinie malgré l'urgence de la situation. Chaque mouvement doit être calculé pour éviter le moindre bruit qui pourrait alerter les gardes. Le boyau débouche finalement dans une cavité naturelle aménagée en entrepôt. Des dizaines de caisses métalliques s'empilent contre les parois rocheuses, étiquetées avec des codes incompréhensibles, mais qui suggèrent un système logistique sophistiqué. L'odeur chimique qui règne dans l'espace confirme la nature des activités qui se déroulent ici. Henri fait signe à Camille de commencer sa documentation. L'adolescente active le mode silencieux de son appareil et commence méthodiquement à photographier les installations, capturant chaque détail qui pourrait servir de preuve. Le flash, bien entendu, est prohibé, mais la sensibilité de l'appareil permet de saisir suffisamment de détails dans la pénombre. Une cloison de contreplaqué sépare l'entrepôt du laboratoire proprement dit. Henri colle son oreille contre la paroi, vérifiant l'absence de présence humaine de l'autre côté. Satisfait, il pousse délicatement une porte dérobée qui s'ouvre sur le cœur des opérations criminelles. Le spectacle qui s'offre à eux dépasse leurs pires craintes. La grotte naturelle a été transformée en un laboratoire industriel d'une sophistication remarquable. Des cuves en acier inoxydable côtoient des appareils de distillation complexes, le tout relié par un réseau de tuyauterie qui évoque davantage une installation pétrochimique qu'un simple laboratoire clandestin. Camille, malgré sa stupéfaction, continue méthodiquement sa documentation. Chaque image qu'elle capture constitue une preuve supplémentaire de l'ampleur de cette opération criminelle. Vincent et Marie, guidés par Henri, se dirigent vers le poste informatique qui contrôle les opérations. L'ordinateur principal, laissé en veille par négligence ou excès de confiance, s'active immédiatement lorsque Henri touche la souris. L'écran révèle des fichiers aux noms évocateurs. Production Q3, livraison Suisse, contact Italie. Henri insère sa clé USB et lance le processus de copie, les yeux rivés sur la barre de progression qui avance avec une lenteur désespérante. 15%, 30%, compte-t-il mentalement, conscient que chaque seconde rapproche l'heure de la prochaine ronde de surveillance. Marie surveille l'entrée principale du laboratoire, tous ses sens en alerte pour détecter le moindre signe d'approche des gardes. Son cœur bat si fort qu'elle craint que le bruit ne les trahisse, mais l'installation technique génère suffisamment de vibrations pour masquer les battements affolés de son pouls. Lucas,
fasciné malgré lui par la complexité de l'installation, observe en silence ces machines qui transforment des produits chimiques banals en substances illégales d'une valeur considérable. Cette découverte achève de faire voler en éclats sa vision innocente du monde, lui révélant l'existence de réseaux criminels d'une ampleur qu'il ne soupçonnait pas. 70%, continue de compter Henri, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur de la grotte. C'est à ce moment précis que Camille fait une découverte qui la glace d'horreur. Dans un coin du laboratoire, partiellement dissimulé par des équipements, elle aperçoit un espace aménagé différemment. Poussée par une curiosité morbide, elle s'approche et découvre ce qui ressemble à un petit mémorial improvisé. Des objets personnels sont disposés sur une étagère de fortune. Un sac à dos de randonnée, des chaussures de marche, un appareil photo et une photo de famille qui fait s'arrêter son cœur. Henri, plus jeune, souriant, entourant une femme et 2 enfants dans un paysage montagnard idyllique. « Papa », souffle-t-elle. Sa voix à peine audible, mais chargée d'émotion. Vincent se retourne et découvre à son tour ce macabre trophée. Ces objets personnels, conservés comme des preuves de victoire, révèlent la dimension sadique de cette organisation criminelle. Ils ne se contentent pas d'éliminer les témoins gênants, ils gardent des souvenirs de leurs victimes. Henri, alerté par leur émoi, abandonne momentanément l'ordinateur pour voir ce qu'ils ont découvert. Quand ses yeux se posent sur les affaires de sa famille défunte, son visage se décompose. 7 ans de deuil réprimé, de rage contenue, de chagrin transformé en soif de vengeance, explosent soudain dans son regard. 90%, parvient-il néanmoins à annoncer, sa voix étranglée par l'émotion. Mais cette découverte a perturbé la concentration de Camille. En voulant photographier ce mémorial macabre, elle heurte involontairement l'une des machines, produisant un bruit métallique qui résonne dans le silence de la grotte comme un coup de tonnerre. Tous se figent instantanément, retenant leur respiration, priant pour que ce bruit soit passé inaperçu. Mais des voix se font entendre de l'extérieur, des éclats de conversation qui témoignent de l'inquiétude des gardes. Qu'est-ce que était? Va vérifier à l'intérieur. 100%, annonce Henri dans un souffle, arrachant sa clé USB de l'ordinateur. Le groupe se précipite vers l'entrepôt, abandonnant toute discrétion pour la vitesse pure. Derrière eux, le bruit de pas se rapproche dangereusement, accompagné du cliquetis caractéristique d'armes que l'on arme. L'accès au boyau d'évacuation leur semble soudain infiniment plus long qu'à l'aller. Henri pousse littéralement Lucas dans l'ouverture, suivi par Camille qui serre désespérément son appareil photo contre sa poitrine. Marie et Vincent ferment la marche, entendant déjà les exclamations de surprise des gardes qui découvrent les traces de leur intrusion. « Ils sont passés par ici! Alertez tout le monde! Ils ne peuvent pas être loin !» La progression dans le boyau devient cauchemardesque. Chaque seconde compte désormais, mais la configuration des lieux interdit toute précipitation excessive. Un faux mouvement, une chute, et c'est toute la famille qui se retrouve prise au piège dans ce tunnel rocheux. Henri émerge enfin à l'air libre, aidant immédiatement Lucas à sortir du boyau. Camille suit, puis Marie, et enfin Vincent, qui entend déjà les voix de leurs poursuivants résonner dans le tunnel qu'ils viennent de quitter. « Courez !» ordonne Henri, abandonnant toute tentative de dissimulation. La fuite dans la forêt nocturne devient surréaliste. Les lampes frontales des poursuivants percent l'obscurité derrière eux, créant des faisceaux de lumière mouvants qui balayent la végétation comme des projecteurs de prison. Le groupe progresse à l'aveuglette, guidé uniquement par l'instinct de Henri et l'adrénaline pure. Lucas trébuche, tombe, se relève aussitôt poussé par la terreur. Camille, malgré l'épuisement, continue de protéger son appareil photo, consciente que les preuves qu'il contient justifient tous les risques pris cette nuit. Marie et Vincent courent comme ils n'ont jamais couru, puisant dans des réserves d'énergie qu'ils ne se connaissaient pas. Derrière eux, les cris se multiplient. D'autres hommes rejoignent la poursuite, alertés par radio.
Le bruit de moteur qui démarre confirme que toute l'organisation criminelle est maintenant mobilisée pour les rattraper. Cette chasse à l'homme prend une dimension industrielle qui terrasse d'effroi la famille Dubois. Le refuge, allait Henri. Et il faut récupérer nos affaires et filer vers la route. Mais quand ils atteignent enfin l'anfractuosité rocheuse qui les a abrités, une désagréable surprise les attend. 3 hommes armés montent la garde devant l'entrée, leurs silhouettes se découpant nettement dans la lueur de leurs lampes torches. « Ils connaissaient votre cachette », souffle Vincent, réalisant que Henri a été trahi ou espionné depuis longtemps. « Impossible », proteste Henri. Mais la réalité s'impose à lui. Son refuge secret n'en était pas un. Toutes ces années d'observation clandestine, il était lui-même observé, suivi, contrôlé par ceux qu'il pensait espionner. La famille se trouve maintenant prise entre 2 groupes de poursuivants, coincés dans un étau qui se resserre inexorablement. Henri évalue rapidement les options, son cerveau fonctionnant à vitesse maximale pour trouver une issue à cette situation désespérée. « Il reste une possibilité », finit-il par déclarer, mais elle implique de redescendre vers Vallouise, directement dans leur territoire. « C'est du suicide », proteste Vincent. « C'est notre seule chance », rétorque Henri. Ils s'attendent à ce qu'on fuit vers les sommets. Si on descend vers le village, on peut peut-être les surprendre. Cette logique paradoxale séduit Marie. Le commissariat de gendarmerie. Fermez la nuit, coupe Henri. Mais il y a autre chose. Une cabine téléphonique près de elle, l'église. Si on arrive à passer nos appels, l'idée de transformer leur fuite en course contre la montre vers un point de communication redonne espoir à la famille. Vincent visualise mentalement le trajet, calculant instinctivement les distances et les temps de parcours. « Combien de kilomètres ?» demande-t-il. « 4, répond Henri. « En descente ? Par des sentiers qu'ils surveillent probablement. »« Alors nous passons par où ils ne nous attendent pas, » déclare soudain Camille, sa voix révélant une détermination nouvelle. « Par la route principale. » Cette proposition audacieuse laisse les adultes sans voix. Emprunter la route goudronnée, c'est s'exposer complètement, renoncer à toute discrétion, parier sur la vitesse pure contre la surprise. « C'est de la folie », répète Vincent, mais sa voix manque de conviction. « C'est exactement pour ça que ça peut marcher », insiste Camille. « Ils vont fouiller la montagne pendant des heures. Personne ne pensera qu'on descend tranquillement par la route. » Henri pèse cette option révolutionnaire. Après 7 années de clandestinité, de prudence extrême, l'idée d'une fuite frontale le déstabilise. Mais la logique de Camille n'est pas dénuée de sens. « D'accord », finit-il par accepter. « Mais nous marchons groupés, et au moindre bruit de moteur, nous plongeons dans les fossés. La descente vers Vallouise par la route départementale devient la partie la plus éprouvante de leur odyssée nocturne. Chaque virage peut révéler une patrouille ennemie. Chaque bruit suspect déclenche une poussée d'adrénaline qui épuise nerveusement toute la famille. Mais paradoxalement, cette exposition totale génère aussi un sentiment de liberté retrouvée après des heures de progression furtive. Lucas marche maintenant d'un pas décidé, transformé par cette nuit qui fait de lui un homme prématurément. Camille vérifie régulièrement que son appareil photo fonctionne toujours, consciente que leur vie dépendent désormais des preuves qu'elle a collectées. Marie et Vincent redécouvrent cette complicité de couple forgée dans l'adversité, cette solidarité absolue que seuls les moments extrêmes révèlent. Les lumières de Vallouise apparaissent enfin dans la vallée, une constellation rassurante qui signale le retour à la civilisation. Mais cette proximité du salut accroît paradoxalement la tension. Les derniers kilomètres, les plus exposés, sont aussi les plus dangereux. La cabine téléphonique, indique Henri en désignant une structure vitrée près de l'église du village. Vincent s'y précipite, compose fébrilement le numéro de Philippe, son beau-frère parisien. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, une voix ensommeillée répond « Philippe, c'est Vincent. Écoute-moi bien, nos vies en dépendent. »
En quelques phrases hachées, il explique leur situation, demande à Philippe d'alerter simultanément police, gendarmerie, médias et autorités judiciaires. Cette multiplication des contacts, cette saturation informationnelle, constitue leur seule protection contre l'élimination discrète. Pendant ce temps, Henri compose un autre numéro, contactant un journaliste d'investigation qu'il a tenté de convaincre pendant des années. Jean-Claude, Henri Malvaux. Oui, celui de l'histoire du laboratoire dans les écrins. Cette fois, j'ai les preuves. Camille profite de ces appels cruciaux pour transférer ses photos vers son compte de stockage en ligne via le Wi-Fi public du village. Chaque image uploadée constitue une assurance vie supplémentaire. Une garantie que leurs preuves survivront même si eux n'y parviennent pas. C'est à ce moment précis que des phares balayent la place de l'église. 3 véhicules convergent vers eux, leurs occupants probablement alertés par un système de surveillance qu'ils n'avaient pas soupçonné. La course contre la montre vient de se transformer en confrontation finale. « Terminé !» crie Vincent en raccrochant brutalement. « Moi aussi !» confirme Henri. « Upload terminé !» annonce Camille. Son appareil signalant que toutes les photos sont sauvegardées en ligne. Les 3 véhicules s'arrêtent en formation, bloquant toutes les issues de la place. Des hommes en sortent armés, déterminés à en finir une bonne fois pour toutes avec ces témoins gênants. Mais quelque chose a changé dans l'attitude de la famille Dubois et d'Henri. Ils ne fuient plus, ils ne se cachent plus. Debout, au centre de la place éclairée par les phares, ils font face à leurs poursuivants avec une dignité nouvelle, car ils savent que leurs appels ont été passés, que leurs preuves sont en sécurité, que le secret qui protégeait cette organisation criminelle vient de voler en éclats. « Henri Malvaux !» crie l'un des hommes, visiblement le chef. « 7 ans qu'on vous cherche, vous nous avez causé bien des ennuis. » « Et ce n'est que le début, » répond Henri d'une voix forte qui porte dans la nuit alpine. « Cette fois, le monde entier va savoir ce que vous faites dans ces montagnes. » L'homme ricane, mais son assurance semble forcée. « Qui va vous croire? Vous n'êtes qu'un fou isolé et des touristes égarés. »« Regardez autour de vous, » réplique Vincent avec un calme qui le surprend lui-même. « Les appels sont passés, les preuves sont transmises. Dans quelques heures, votre petit empire secret sera exposé au grand jour. C'est alors qu'un miracle se produit. Des sirènes retentissent dans la vallée, se rapprochant rapidement du village. Philippe, malgré l'heure tardive, a réussi à mobiliser les autorités avec une efficacité remarquable. Les contacts d'Henri dans la presse ont également réagi, déclenchant une chaîne d'alerte qui dépasse largement le cadre local. Les hommes armés hésitent, regardant vers leur chef qui semble soudain moins sûr de lui. Cette hésitation fatale brise l'élan de leur offensive, créant cette faille psychologique qui transforme les prédateurs en proie. « C'est terminé !» déclare Henri avec une satisfaction mêlée de tristesse. 7 ans d'attente, mais justice sera enfin rendue. Les gendarmes arrivent en force, suivis par des voitures de police, des journalistes alertés, des autorités judiciaires mobilisées en urgence. L'affaire prend immédiatement une dimension nationale, et cette médiatisation massive qui protège définitivement les témoins survivants. Dans les semaines qui suivent, l'enquête révèle l'ampleur stupéfiante du réseau criminel. Le laboratoire des écrins N était qu'un maillon d'une chaîne internationale de production et de trafic de drogue de synthèse. Des dizaines d'arrestations s'ensuivent, démantelant une organisation qui opérait depuis plus de 15 ans sous la couverture du parc national. Camille devient involontairement une héroïne médiatique, ses photographies servant de preuve cruciale dans le procès qui s'ensuit. Son appareil photo fissuré, transformé en symbole de résistance citoyenne, finit exposé dans un musée consacré au journalisme d'investigation. Henri retrouve enfin la paix après avoir obtenu justice pour sa famille disparue. Les corps de sa femme et de ses enfants sont retrouvés dans une crevasse artificielle creusée spécialement par l'organisation criminelle. Ils peuvent enfin recevoir une sépulture digne, marquant la fin de 7 années de deuil impossible. La famille Dubois rentre à Paris transformée par cette expérience.
Vincent et Marie découvrent des ressources insoupçonnées dans leur couple, une solidarité et un courage qu'ils ne se connaissaient pas. Lucas grandit prématurément. Marqué à vie par cette révélation de la complexité du monde adulte, Camille développe une vocation journalistique qui l'accompagnera toute sa vie. Mais surtout, ils portent désormais en eux cette certitude terrible et libératrice. Face au mal organisé, face au secret qui tue, la seule arme efficace reste la vérité exposée au grand jour. Cette leçon, apprise au prix de leur innocence perdue, illumine leur existence future d'une lumière nouvelle. Le sentier du Vallon du Fournel reste officiellement ouvert au public, mais une plaque discrète rappelle désormais aux randonneurs la vigilance nécessaire, non pas contre les dangers naturels de la montagne, mais contre ceux, bien plus terrifiants, que peut dissimuler l'âme humaine. Et parfois, quand le vent souffle fort dans les écrins, les habitants de Val-Louise croient entendre des murmures dans la montagne. Les murmures de ceux qui ont refusé de se taire, qui ont choisi de révéler la vérité plutôt que de disparaître dans le silence. Ces voix-là ne s'éteignent jamais. Elles continuent de témoigner pour l'éternité, rappelant que même dans les endroits les plus beaux du monde, la vigilance reste le prix de la liberté. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti l'angoisse de cette famille confrontée à l'impensable, n'hésitez pas à partager votre émotion en commentaire. Avez-vous déjà vécu des situations où votre instinct vous alertait d'un danger invisible ? Pensez-vous que nous sous-estimons les zones d'ombre qui peuvent exister même dans nos démocraties ? Votre témoignage peut éclairer d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur ces histoires vraies qui révèlent les faces cachées de notre société. Activez la cloche de notification, car certaines vérités ne peuvent attendre. Et surtout, souvenez-vous, dans un monde où l'information circule librement, le silence devient complice. Ne restez jamais silencieuse face à l'injustice. End of story.